C'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Brett pour parler de terrorisme. Cyril, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie, haut fonctionnaire, et vous avez fait paraître en septembre 10 attentats qui ont changé le monde chez Armand Colin. Alors, première question qui peut sembler anodine mais nécessaire pour poser les bases. Qu'est-ce que le terrorisme ? La définition du terrorisme, ça c'est une mission impossible. Personne n'est d'accord pour dire ce qu'est le terrorisme et tout le monde voit du terrorisme partout. Donc, dans le livre que je viens de faire paraître, j'ai pris le parti de définir le terrorisme comme une tactique à mi-chemin entre la politique et le militaire, une tactique de domination politique par le choc violent, par le meurtre de masse, par le meurtre hautement médiatisé, pour dominer les esprits, choquer les opinions publiques et essayer de renverser le rapport de force dans une communauté nationale, dans une société civile ou même dans une région. D'accord. Alors, peut-être par rapport à ça, il est écrit en introduction du livre que les attentats terroristes découlent d'une volonté de domination politique. C'est un peu ce que vous venez de dire. Est-ce que du coup, vous faites rentrer ces attaques dans la définition clausewitzienne de la guerre, ou alors vous le séparez ? Justement, si c'est une technique de domination politique, elle se distingue bien d'une technique de domination militaire. En aucun cas, les terroristes ne veulent remporter la bataille, ne veulent changer le rapport de force sur le terrain militaire, sur le terrain stratégique. Ils ne veulent pas non plus emporter la bataille des cœurs et des esprits. C'est pas du tout une entreprise, évidemment, de séduction, de publicité. Ils veulent changer le rapport de force politique, strictement politique, et c'est dans ce cadre-là que le terrorisme est une des ramifications de la politique, comme le définit Clausewitz, comme la continuation par d'autres moyens de la guerre. Mais c'est une inversion. D'accord, très bien. Alors, un des éléments qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que il est articulé autour de 10 attentats. 10 attentats, à travers ceci, on a le 11 septembre, le Bataclan, qui sont peut-être pour nous Français ceux qui nous ont le plus marqués, mais il y en a aussi certains qui sont plus méconnus, comme par exemple en Russie avec l'attentat de Beslan. Est-ce que vous pourriez nous rappeler plutôt, parce que vous le dites en introduction du livre, quelle a été la méthodologie que vous avez employée pour justement sélectionner et faire ressortir votre réflexion? Alors le premier choix méthodologique, qui est aussi un choix littéraire et qui est un choix intellectuel, c'est de ne pas me concentrer sur les mouvements terroristes, de ne pas me concentrer sur les tactiques, de ne pas me concentrer sur les chefs terroristes, mais sur les événements. Parce que la propagande terroriste, le mode d'action terroriste est basé sur l'événement. Un événement qui est immédiat, qui est imprévisible, qui est choquant, qui dure très peu de temps, au maximum 3 jours, comme on voit dans les attentats de Mumbai. Et c'est parce que ce sont des événements qui transforment la société civile, le débat politique, et qui essayent de transformer la donne politique. Donc, le premier choix, c'est de partir des attentats. La vérité du terrorisme, c'est dans les attentats. C'est pas dans les chefs terroristes, ou c'est pas dans les idéologies terroristes. C'est-à-dire, elles viennent d'à peu près partout. Dans les critères que j'ai retenus évidemment d'abord le critère de la mémoire collective. Nous sommes parisiens, nous sommes français, nous sommes du 21e siècle, donc évidemment les attentats de Charlie, les attentats du Bataclan ont dans notre mémoire personnelle, dans notre mémoire familiale, dans notre mémoire politique une place très importante. Mais tous les pays et toutes les communautés nationales n'ont pas la même mémoire collective, pas la même profondeur historique, pas la même façon de se rapporter à leur propre passé. Ce qui m'a étonné, en discutant à travers le monde avec des spécialistes de l'antiterrorisme, avec des intellectuels, avec des journalistes, c'est que la mémoire du terrorisme est très différente d'un pays à l'autre. Et j'ai voulu, à travers 10 attentats, retrouver la mémoire politique des pays qui ont été véritablement bouleversés dans leur tradition politique par le terrorisme. C'est pour ça que les attentats qui nous sont moins familiers, moins connus, moins présents dans nos souvenirs, comme celui de Mumbai en 2008 ou comme celui de Beslan en 2004, donc en Fédération de Russie, sont importants. C'est-à-dire ils sont à la Russie et à l'Inde ce que les attentats de novembre 2015 sont à la vie politique française. C'est ça mon principal critère de sélection, c'est la capacité transformatrice tragique de ces attentats. Ce sont des événements qui ont un avant et un après politique,
qui sont radicalement différents ou très sensiblement différents de l'un de l'autre. C'est pour ça que certains attentats sont exclus de cette sélection et que d'autres, qui nous sont plus ou moins inconnus, il faut bien le dire, sont mis en avant. Je pense notamment à ceux de Nairobi en 2019, au Kenya. D'accord. Alors, justement, sur l'impact politique, sur la vie politique des pays qui sont touchés par le terrorisme, il ressort du livre que c'est principalement en raison de l'effet de terreur. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer cette notion ? Un effet de terreur, là encore une fois, il faut le comprendre à partir des autres effets militaires, stratégiques et politiques qui sont produits. Quand je fais une grève, l'effet politique, l'effet social que je vise, c'est une augmentation des salaires, c'est un changement de la convention collective, c'est une autre façon de définir le droit du travail, le contrat de travail. Quand je fais une guerre, quand je m'engage dans une opération militaire, ce que je veux changer, c'est le rapport de force, la domination sur un territoire, la domination sur une ressource, ou le rapport de force avec mon ennemi. Quand j'organise un attentat terroriste, mon but, c'est non pas de prendre le pouvoir dans la ville dans laquelle je perpètre l'attentat. Le but de l'État islamique n'était pas de devenir maire de Paris, mais n'était pas non plus de conquérir Paris comme une force d'occupation, mais de créer un choc psychologique dans la population parisienne, dans la population civile, parmi la jeunesse de l'Est de Paris et parmi les fans de football dans le Stade de France, qui est une inquiétude perpétuelle, une angoisse perpétuelle. Vais-je pouvoir sortir ? Vais-je pouvoir aller faire mes courses ? Vais-je pouvoir me promener ? Vais-je pouvoir aller au travail sans être blessé, mutilé, tué ? Et c'est ça l'effet de terreur, c'est un effet de domination immatérielle. Bien sûr, les blessures, les meurtres, les atrocités sont très matérielles, sont très physiques. Mais ce que vise par l'intermédiaire, par l'instrumentalisation de la violence, le terroriste, c'est à dominer par la terreur en créant un état d'esprit collectif dominé par l'angoisse perpétuelle. La menace vient n'importe quand, peut frapper n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Voilà. Donc c'est ça l'effet de terreur et c'est ça ce qui me semble particulièrement transversal et universel pour à peu près tous les courants terroristes, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'extrême gauche, qu'ils soient religieux, qu'ils soient séculiers, qu'ils soient le prolongement militaire d'une stratégie d'un État ou au contraire qu'il émane d'un groupe criminel, d'une mafia. D'accord. Alors, peut-être cette fois-ci de manière concrète justement sur cet effet de terreur. Le 1er octobre dernier, un Rafale a survolé Paris avec un vol supersonique et on a vu un étonnement, une peur qui était très présente notamment sur les réseaux sociaux, qui a conduit le ministère d'ailleurs à devoir réagir rapidement et assez massivement. Est-ce que vous pensez que c'est l'exemple typique des conséquences de l'effet de terreur ? Oui, c'est un symptôme d'un effet de terreur, c'est le symptôme du fait que depuis 2015, de nouveau malheureusement, l'effet de terreur, l'effet terroriste fonctionne en France. Il y a tous les ingrédients dans cet incident aéronautique d'un attentat, hormis heureusement les victimes et la volonté de domination. Il y a le caractère imprévisible, le choc manifeste, publiquement vécu, la médiatisation et l'interrogation qui est le début de l'incertitude et donc peut alimenter l'angoisse. La grande différence évidemment, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas d'intention de faire mourir, il n'y a pas d'intention de dominer. Mais on voit bien que nos réflexes collectifs de Parisiens ont été transformés très durablement en 2015. Nous redoutons la violence soudaine, massive, nous redoutons le choc terroriste et nous sommes quasiment résignés à ce que d'autres attentats surviennent. Peut-être justement pour rester sur le côté politique et l'impact politique des attentats, vous parlez à un moment de décivilisation de la politique, et donc on a vu cet effet de peur que peut générer, comme vous l'avez dit, mais au-delà de ça, la peur est mauvaise conseillère, et elle peut conduire à des réactions politiques, et est-ce qu'au final, consentir à des reculades démocratiques, par exemple, est-ce que c'est pas une défaite ? Est-ce que c'est pas là la défaite principale qu'on a face à ces attaques ? Alors, tout est affaire de mesure, tout est affaire d'équilibre et tout est affaire de contre-pouvoir.
pouvoir. Vous avez raison, le principal but des organisations terroristes, quelle que soit leur idéologie, c'est de faire en sorte que la société qu'elles attaquent se renie elle-même. Elles réagissent tellement fortement par un rejet de la violence terroriste qu'elles instituent soit un contrôle privé, soit un contrôle des mouvements, soit ferment des frontières, et donc qu'elles renient leur mode de fonctionnement ordinaire. C'est ça la plus grande des victoires, c'est l'effet de terreur n'est plus seulement psychologique, mais il devient juridique, administratif, politique, et toute la vie de la société n'est plus que antiterroriste. Ça, c'est une grande victoire. Alors, il y a mesures antiterroristes et mesures antiterroristes. De même que tout terrorisme n'est pas forcément meurtrier, de même, puisqu'il y a des attentats qui sont d'ordre symbolique et non physique, de même, tout antiterrorisme n'est pas liberticide. C'est là où le choix démocratique est très important. Ce qui établit une bonne mesure entre la liberté et le contrôle, la protection des populations et leur vie ordinaire la plus libre possible, ça c'est un choix qui a été fait dans plusieurs pays, et c'est un choix qui est collectif. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il est très important que tous les citoyens, qu'ils soient éclairés ou non, qui soient sensibles à ces problèmes ou qui ne le soient pas, se saisissent de la question et réfléchissent à ce qui est acceptable et ce qui est un reniement de la vie quotidienne qui sont prêts, qui veulent absolument conserver. Car si tout devient antiterrorisme, dans ce cas-là, la société n'est plus que une vaste succession de checkpoints, de contrôle, de filtrage, d'espionnage. Au contraire, un antiterrorisme démocratique, qui est celui dont la France s'est dotée, c'est un antiterrorisme qui est au service de la préservation du projet républicain et des libertés publiques. Très bien. Alors justement, c'est aussi un élément qui est évoqué dans le livre, c'est cette alternance parfois entre l'omniprésence médiatique des attaques à l'instant T et dans les jours qui suivent, et après sa relative disparition au fil du temps. Et on voit que, par exemple dans le cas de la France en tout cas, les premiers jours après les attentats de 2015 ont conduit à des propositions politiques assez exubérantes, alors qu'à la fin on est arrivé à un consensus, comme vous l'avez dit, qui respecte les principes démocratiques. J'ai été très frappé en comparant les différentes situations historiques et géographiques. Et un autre point commun, autre que les terreurs, c'est le travail de la mémoire collective. Un attentat est fait pour obséder une société civile, surtout alors des médias sociaux et des chaînes d'information continues. Et donc, pendant des jours et des jours, parfois pendant des mois, une espèce de ressassement. Que s'est-il passé? Pourquoi ce groupe a-t-il fait ces horreurs? Qu'est-il advenu des victimes? Sont-elles vives? Sont-elles commémorées? Sont-elles indemnisées quand elles sont encore vivantes? Leurs familles sont-elles prises en charge par la solidarité nationale? Et pendant une certaine durée, qui est un peu comme la traînée de cette comète, c'est l'obsession. Il n'est plus possible de parler d'autre chose, des problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, des problèmes d'aménagement du territoire, on ne parle plus que de ça. Et puis tout d'un coup, la vie de la communauté nationale reprend. C'est assez heureux, c'est pas une insulte faite à la mémoire des victimes que de considérer que les vivants ont toujours des débats fiscaux à mener, des réflexions sur la façon dont l'armée s'intègre à la population. Enfin, il y a d'autres questions que l'antiterrorisme. C'est un peu le problème d'ailleurs des spécialistes du terrorisme. Ils sont généralement enclins à considérer que c'est le seul problème valable. Ah bien non. Et donc, en fait, on passe d'une période d'obsession, bien légitime, de ressassement, à une période d'oubli collectif. C'est la vie collective qui est le... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour avoir, non pas un exercice simplement de mémoire commémorative, mais de mémoire politique critique. C'est-à-dire, il y a des dizaines de milliers d'attentats, malheureusement, qui ont été commis durant les 2 dernières décennies, mais il y en a bien peu qui ont véritablement changé notre vie. En revanche, ceux-là, ces 10-là, ces 20-là, ont complètement changé la façon dont nous organisons notre vie quotidienne, dont nous envisageons notre vie professionnelle également, notre engagement politique, notre engagement au service de notre pays, ou au contraire, pas au service de notre pays, et ont bouleversé la tradition politique française en la polarisant d'une autre façon, en la changeant. Et ça a été le cas dans
la plupart des pays où les attentats que j'analyse et que je décris ont eu lieu. Donc, oui, c'est un travail de mémoire, parce que la mémoire des attentats soit se répète et bégaye, soit au contraire s'évanouit. Je pense qu'il faut garder, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faut avoir une mémoire politique critique de ce qui s'est passé. Pour mieux lutter contre le terrorisme, bon, ça c'est l'affaire des rapports parlementaires et des rapports professionnels. Et également pour voir ce que font les attentats à nos sociétés. Ça, c'est l'ambition du livre. Très bien. Alors, vous évoquez justement qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces attentats, quelle est la bonne réponse à ces attentats, et peut-être pour endiguer la première partie, la partie obsession, entre guillemets, est-ce que l'État, pour restreindre, on va dire, les émotions, les affects qui peuvent arriver sur le moment, ne serait pas légitime, au final, à restreindre la liberté d'expression des médias, où on voit des flash infos continus? Est-ce que c'est pas alimenter la peur et ça, c'est une vraie question pratique, et c'est la question que se posent tous les gouvernants, tous les chefs de service d'anti-terrorisme, et même tous les journalistes. Est-ce que couvrir un attentat, ça n'est pas faire le jeu des terroristes? Puisque on voit bien, ce qui compte dans un attentat, c'est quasiment plus sa médiatisation que les dégâts qu'il fait, même si il y a une course au gigantisme dans les attentats durant ces 2 dernières décennies, et la tentation est grande, pour éviter que des dommages ne soient faits à la communauté nationale, dans le registre symbolique, dans le registre psychologique et dans le registre politique, de minorer les faits, de ne pas leur accorder beaucoup d'importance. Alors, là encore une fois, c'est une affaire d'équilibre. Pour éviter la glorification et l'héroïsation des terroristes qui peut arriver, qui peut diviser la communauté nationale, ne pas consacrer des heures à leur biographie, leur trajectoire et répéter leur nom, me semble de bonne méthode. La société civile est correctement informée, mais l'obsession et la curiosité sur les trajectoires de ces criminels restent de l'ordre de l'investigation puis des poursuites. Ne sont pas une mythe insupportable. De même, le détail du mode opératoire ne me semble pas devoir faire l'objet d'une couverture en détail. C'est l'affaire des enquêteurs, c'est l'affaire des magistrats et des professionnels de l'antiterrorisme, car là encore, il y a un danger à détailler vraiment abondamment le mode d'action, c'est que il n'y a pas plus imitateur qu'un terroriste, qui évidemment s'imitent les uns les autres. On l'a vu. Les criminels de 2015 à Paris ont imité explicitement les criminels de Mumbai en 2008. Donc, je pense que des restrictions peuvent être apportées sans que la communauté nationale, l'opinion publique, les journalistes considèrent qu'ils se censurent. Mais je pense que c'est un mauvais choix, là encore, de vouloir rétablir une forme de censure, à mesure où là, on bascule dans le reniement, et donc on sert les buts des réseaux terroristes qui combattent tel ou tel régime. C'est valable aussi dans d'autres sociétés que la nôtre. Alors, peut-être d'un point de vue plus théorique, on va dire, Tocqueville avait dit justement que le système démocratique, couplé à une paix longue, fait que les sociétés acceptent de moins en moins la violence. A contrario, à la fin du livre, il cite Kant et le projet de paix perpétuelle. Par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que le terrorisme n'est pas réellement une guerre, même si Bush avait déclaré une guerre mondiale contre le terrorisme, est-ce que c'est pas venu comme ça enfreindre totalement ce qui était prévu et prévisible pour la démocratie? Est-ce que les deux pensées peuvent se répondre? Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? Les deux penseurs que vous convoquez, Tocqueville et Kant, sont des libéraux pacifistes. Ils sont convaincus, preuve à l'appui pour Tocqueville dans le cas des États-Unis, que la libéralisation commerciale, économique, la libéralisation politique, c'est-à-dire la capacité de faire valoir ses arguments sans être censuré, sans être réprimé, feront que les activistes politiques, ceux qui ont l'ambition, ne recourront pas à la violence pour imposer leur vue. Puisque je peux m'exprimer par un tract, puisque je peux m'exprimer par un journal, puisque je peux m'exprimer par un livre, puisque je peux créer un parti politique, à quoi bon organiser une violence politique armée? C'est plus simple pour parvenir au pouvoir d'emporter une élection que d'organiser des attentats ou de remporter des batailles.
Le problème, c'est que ces deux auteurs ont vécu au XIXe siècle et qu'ils n'ont pas connu la saturation de l'espace public et de l'espace médiatique que nous connaissons actuellement. Actuellement, le débat politique n'est plus un enjeu idéologique, le communisme contre le libéralisme, l'écologie contre le productivisme, c'est un combat pour la visibilité. C'est un combat pour la visibilité médiatique. Nous sommes abreuvés de leaders autoproclamés, de prophètes, de programmes, d'idées, de pétitions, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Et le véritable combat, c'est un combat pour la visibilité, pour exister sur la scène médiatique. Aujourd'hui, c'est l'extrême violence verbale, l'extrême violence physique et l'extrême violence criminelle qui fait exister, qui propulse un coup sur le tour de la scène politique. Et c'est ce que je redoute, c'est ce que à la fin de mon essai j'indique. Actuellement, dans cette compétition pour la visibilité, l'extrême violence paye. C'est le malheur. Les criminels les plus pervers, les plus ingénieux d'un point de vue médiatique, sont récompensés. Un attentat massif inonde les réseaux sociaux et attire sur la cause ou sur l'idéologie que les terroristes prétendent défendre une attention qu'aucun débat démocratique, aucun tract ne semble devoir leur attirer. Et c'est pour ça que je redoute en fait la naïveté de Tocqueville et de Kant, et que je redoute un retour en force de la violence de masse dans le débat démocratique pour se rendre audible. Et donc, le vrai défi démocratique actuel, c'est de montrer que le terrorisme ne paye pas, que l'extrême violence choquante ne paye pas, que ce n'est pas elle qui va attirer et qui va changer véritablement l'engagement politique. C'est un vrai débat, et c'est un vrai défi, c'est extrêmement difficile de conquérir l'opinion sans utiliser une violence extrême, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. De ce point de vue-là, le succès des démagogues et des populistes actuels, avec des discours basés sur l'injure, l'invective, le choc, la disruption, comme diraient certains, prouve que les démocraties sont encore loin du compte. D'accord. Alors, peut-être justement, par rapport à l'évocation des systèmes politiques qui peuvent exister, dans l'ouvrage, on n'évoque pas d'actes terroristes qui auraient eu lieu en Chine. Globalement, on n'entend pas parler. Est-ce que c'est une dissimulation de l'État chinois, ou est-ce que c'est le fait que les actes terroristes, parce que effectivement dans nos démocraties, ils ont un retentissement médiatique important, alors que dans un régime, on pourrait qualifier d'autoritaire, il est bien moindre. Est-ce que le terrorisme n'est pas un souci, un problème réservé entre guillemets aux démocraties? Alors, il faut déjà incriminer l'ignorance de l'auteur, on ne peut pas devenir spécialiste de tous les théâtres. Il faut incriminer aussi le fait que la censure, dans certains régimes, empêche de savoir qu'un attentat a eu lieu, ou diminue l'importance, ou déforme la portée politique d'un attentat. Et le contrôle politique chinois, le contrôle médiatique chinois est extrêmement important. Là où vous avez raison de pointer quelque chose, c'est que il y a un lien consubstantiel entre la médiatisation, donc la liberté de la presse, et les retentissements politiques d'un attentat. Un attentat dont le retentissement médiatique est contrôlé, censuré, voire supprimé, ne peut pas produire d'effet politique et donc ne peut pas changer le monde. Et les sociétés ouvertes, sociétés démocratiques, celles de la circulation de l'information, des gens, des biens, où le contrôle n'est que l'exception et la liberté la règle, les sociétés ouvertes de Karl Popper sont évidemment bien plus vulnérables aux attentats, et c'est pour ça que la donne de l'antiterrorisme dans une démocratie ou dans une société ouverte est complètement différente. C'est-à-dire que dans les régimes autoritaires, il n'y a pas d'attentats. Non, il y en a évidemment beaucoup. Mais un régime politique autoritaire qui parvient véritablement à faire peser une chape de plomb sur une société se met à l'abri, et est conçu pour se mettre à l'abri d'attentats qui changent la donne politique, mais il essaie de supprimer tout événement politique qui change la donne. Des protestations, des tracts, des grèves de la faim, l'organisation de partis, l'organisation d'élections, et donc c'est toute la portée des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires ne sont pas exposés au terrorisme de la même façon et autant que les sociétés ouvertes et donc les démocraties. Très bien. Alors,
Justement, pour revenir, pour rester sur l'outil politique que peuvent représenter les attentats, on voit que, comme vous l'avez dit, c'est pas l'apanage propre de groupes radicalisés par une idéologie, par une religion ou d'autres idées. Il y a aussi des États qui ont recours à cette arme pour arriver à une fin politique, une déstabilisation géopolitique. Par exemple, on a le cas de l'Iran, qui avait commandité des attentats, qui en aurait commandité d'autres, si on en croit les justifications du président américain. De la Libye. De la Libye aussi. De l'URSS, de la Chine, bien d'autres pays, oui. Comment empêcher des acteurs qui ont une puissance de frappe qui est décuplée parce qu'ils ont les ressources et la structure étatique avec eux, comment est-ce qu'on peut lutter contre justement cette menace-là? Est-ce que les sanctions économiques, qui par ailleurs souvent se révèlent assez inefficaces, sont les seules possibles? Est-ce qu'au contraire il faut répondre militairement, alors qu'il y a eu une agression mais qui n'est pas forcément revendiquée non plus? Comment répondre justement à cette... Alors, effectivement, tous ces outils sont à la disposition des États, et notamment des sociétés ouvertes, pour répondre au terrorisme d'État, mais je pense que si on veut répondre précisément à la question, je pense que c'est dans les paradigmes de l'antiterrorisme qu'il faut travailler. Le paradigme de l'antiterrorisme dans les années 50-60, c'est un paradigme basé sur la lutte d'émancipation coloniale. Lutter contre le terrorisme et lutter contre les mouvements indépendantistes. Et donc, il y a un certain nombre de techniques, donc la contre-insurrection notamment, qui ont été la matrice de l'antiterrorisme. Dans les années 90, surtout depuis 20 ans, la matrice de l'antiterrorisme, c'est l'anti-islamisme. Et donc, les services de lutte contre le terrorisme sont devenus spécialistes de l'organisation des réseaux, des filiations entre les théâtres afghans, pakistanais, africains et les réseaux dormants en Europe. Mais quand il s'agit de terrorisme d'État, évidemment, les circuits d'information, de financement, d'armes et d'actions sont encore différents. Et donc, en fait, pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord faire ce que je fais, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de la diversité des modes d'action terroristes, de la diversité des acteurs du terrorisme, et que l'antiterrorisme ne se focalise pas sur un des types de terrorisme, mais garde bien à l'esprit qu'il existe une multiplicité de courants, de façons de faire. Et donc il faut que l'antiterrorisme, et c'est le cas en France, qui a gardé la mémoire des luttes coloniales et anticoloniales, qui a gardé également la mémoire des réseaux marxistes d'action directe durant les années 70 et 80, est à sa disposition l'intégralité des paradigmes du terrorisme pour avoir l'intégralité des paradigmes de l'antiterrorisme. Et on l'a vu en Norvège. En Norvège avait complètement abandonné la lutte antiterroriste. Elle a été surprise par une attaque qui venait pas du tout des réseaux salafistes implantés à Oslo, mais qui venait donc de l'extrême droite. On le voit également dans les pays qui sont ciblés par le terrorisme d'État, à force de développer un antiterrorisme uniquement anti-islamiste, ils ont oublié qu'il y a des techniques de contre-espionnage classiques qui doivent être utilisées pour lutter contre le terrorisme, et notamment le terrorisme d'État. Donc, encore une fois, il ne faut jamais prendre la partie pour le tout, il faut bien voir la diversité des terrorismes, le caractère hautement évolutif, et donc c'est une véritable réflexion doctrinale qu'il faut avoir sur l'antiterrorisme, pour savoir qu'un antiterrorisme ne résout pas toutes les questions sécuritaires. D'ailleurs, malheureusement, l'antiterrorisme ne résout généralement pas l'intégralité des défis sécuritaires posés à nos sociétés. D'accord. Alors, peut-être pour se réaxer à conclure sur la partie plus politique, il ressort que le moyen de lutter contre le terrorisme, c'est la mesure. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où l'information est continue, l'émotion est grande, les éclats nombreux. Comment est-ce qu'on pourrait justement ajouter plus de mesures dans ce monde pour limiter l'impact et rester plus juste dans nos décisions, dans nos évolutions? Alors, ça, c'est une question qui est terrible, parce que c'est pas seulement une question administrative, c'est pas en réorganisant tel ou tel service qu'on arrivera à
faire en sorte que la société civile ne soit pas paniquée à chaque violence. C'est pas non plus une mesure politique, c'est pas en changeant le système de représentation qu'on va rendre un peu de sérénité au débat national, mais c'est systémique. Et c'est là où le récit collectif, le travail sur l'identité nationale, sur ses racines historiques et sur ses évolutions prospectives, vont doter une société, ou ne pas réussir à la doter, d'une cohésion suffisante pour être résiliente. L'antiterrorisme, c'est l'affaire de tous. Aussi brillants soient les services d'antiterrorisme, aussi éloquents que soient les présidents de la République qui feront des déclarations, si le corps social en entier n'est pas décidé, d'une part, à rejeter la violence comme moyen politique, d'autre part, à ne pas céder à la panique, et troisièmement, à renforcer sa cohésion face à ces violences tragiques, il n'y aura pas d'antiterrorisme efficace. Et le drame de certaines nations, de certaines sociétés, c'est que face à la violence et à l'horreur de l'attentat, elles se sont révélées désunies et non pas unies. C'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne du 11 mars 2004. L'attentat, au lieu de créer une union nationale des Espagnols meurtris à Atocha, a redivisé l'Espagne entre l'Espagne rouge, communiste et républicaine, et l'Espagne noire, catholique et pro-franquiste. Au contraire, alors que la société française est considérée comme extrêmement divisée, voire fragmentée, un archipel français, en 2015, elle a su se ressouder et montrer, si c'est l'unanimité, du moins une résilience très appréciable face aux attentats. Ça a été le cas de la Belgique aussi, qu'on croyait au bord de la désintégration, et qui, face à la menace terroriste, s'est ressoudée. Donc c'est l'enjeu existentiel d'une identité politique. La véritable réponse à la question que vous posez, celle de la sérénité politique, c'est la constitution sur le long terme d'un récit national et d'outils de cohésion nationale qui permettent à la communauté nationale d'être résiliente face à ces agressions violentes. C'est le cas aussi pour les autres crises, pour résister aux crises sanitaires, pour résister aux crises économiques, pour résister aux crises agricoles. C'est le travail tous les jours des associations, c'est le travail des hommes politiques, des élus de terrain, également des responsables confessionnels, des intellectuels, des universitaires. C'est le travail de chacun de nous dans sa sphère sociale que de construire une communauté nationale, en fait. D'accord. Peut-être un acteur que vous citez pas, justement, juste avant. Est-ce que, alors ça fait très bateau de dire ça, parce qu'on a l'impression que c'est la réponse à tous les problèmes, à tous les maux de la société. Est-ce que ce serait pas au final l'école qui devrait être le premier lecteur pour... Mais l'école joue déjà ce rôle. L'école produit des citoyens français à partir d'un matériau humain extrêmement divers et de personnalités qui sont extrêmement diverses. C'est le grand intégrateur. En revanche, je viens d'un univers très marqué par l'éducation nationale, par l'école. Il faut demander à l'école ce qu'elle peut donner. C'est pas l'école qui fera l'antiterrorisme. De même que ce ne sont pas les éducateurs de quartier qui feront le réseau de détection des grands criminels. De même que ce ne sera pas non plus aux responsables religieux d'éviter les dérives sectaires dans leur propre religion, quelle que soit la confession. L'antiterrorisme, sur le terrain, c'est l'affaire de services qui sont spécialisés et hautement spécialisés. L'école peut participer à ce projet dont nous venons de parler, c'est-à-dire renforcer la cohésion et la résilience nationale, mais elle ne peut pas, évidemment, à elle seule, empêcher toute dérive sectaire, toute aventure idéologique et toute idée d'action violente pour capter et pour prendre en otage le débat politique. Alors, justement, si j'aimerais vous parler de cohésion nationale, d'unité, est-ce que le prochain ouvrage, c'est sur qu'est-ce qu'être français? Non, le prochain ouvrage sera sur les nouvelles guerres froides. Celle qui oppose les États-Unis et la Chine, bien sûr, mais celle qui oppose aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran, celle qui oppose l'Union Européenne et la Russie, et celle qui oppose la Corée et la Chine. En tout cas, on ne manquera pas de recevoir je sais pour ce prochain livre. Je ne sais pas. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous auriez un film ou une série à nous conseiller? Alors, ce qui a marqué très profondément ma réflexion sur le terrorisme, c'est la série Homeland,
qui montre d'une façon extrêmement dramatique, extrêmement plaisante à voir, toutes les ramifications de l'action terroriste, tous les cheminements psychologiques et tous les cheminements politiques qui irriguent le terrorisme et irriguent également l'antiterrorisme. Ça m'a semblé criant de vérité parce que ça montrait plusieurs des paradoxes du terrorisme et plusieurs des paradoxes de l'antiterrorisme. L'antiterrorisme ne justifie pas tout, de même que les pratiques de l'antiterrorisme américain ne sont pas aussi caricaturales qu'on veut bien le croire ou qu'on veut bien le dire en Europe. Je pense que c'est une série qui est très éclairante. Comme vous, j'apprécie beaucoup le faut spoiler les discussions qu'on a avant. Cyril Brett, merci beaucoup d'avoir accepté merci à vous, notre invitation. Merci pour votre temps. On ne peut que vous recommander la lecture de cet ouvrage. On va aussi citer votre blog, Eurasia Prospective. On peut également vous suivre sur Twitter. Donc voilà, je conseille vraiment à tout le monde de suivre pour avoir un avis éclairé et passé présent à notre goût des relations internationales. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou par mail pour nous donner vos retours. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.